Mesdames et messieurs, bonjour. Convergence et révolution culturelle, sinon le retour aux sources africaines, le chemin de la renaissance africaine, quel est-il? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique, parce qu'ils sont nombreux qui parlent de nous, mais qu'entre nous, aujourd'hui, trop c'est trop, l'Afrique a décidé elle-même de prendre le taureau par les cornes et de redire les choses. Du 22 au 24 octobre en Russie, s'était tenu le dernier sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et apparentés, et la Russie, justement, en avait pris la présidence. Au moment où elle s'apprête donc à tendre le témoin, sinon à céder sa place au Brésil le 15 janvier 2025 prochain, il était de bonne loi que la maison russe de Brazzaville, sous la magistrale conduite de sa directrice, Mme Maria Fakhridinova, organisa une conférence débat avec les étudiants et intellectuels congolais de tous bords sur le thème BRICS, défis et perspectives de son élargissement. C'était le vendredi 20 décembre 2024. Au programme de cette importante conférence, 3 éminents et brillants orateurs, rigoureusement sélectionnés pour nous en donner la quintessence à travers 3 sous-thèmes. 1. Les BRICS et les États africains unis dans la construction d'un monde multipolaire juste. 2. Les défis des BRICS plus dans l'ordre mondial. Et 3. BRICS, la co-construction d'un monde plus humain. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons devoir résumer pour vous en plus ou moins 60 minutes ce marathon intellectuel et historique de grande importance qui aura duré ce jour-là 3h30 que personne n'avait du reste vu passer tant les débats étaient riches et passionnants. Pensée du jour, la loi de la force n'est pas la force de la loi. Tous les pays africains doivent adhérer aux BRICS. Aujourd'hui, on a invité des speakers, des émérites du Congo qui vont donner leur vision sur le sujet annoncé. Pour ne pas plus prendre votre temps, moi, je vous souhaite les conférences, c'est ces conférences débat, donc n'hésitez pas à demander les questions après. Je vous invite de participer et de profiter de cette occasion. Je vous remercie. Les BRICS et les États africains unis dans la construction d'un monde multipolaire, c'était donc l'ouverture de cette conférence. Le premier à prendre la parole, le docteur Ernest Tshilwemba Titembo. Une invitation à un regard rétrospectif sur l'évolution du monde depuis la Deuxième Guerre mondiale, vers un nouvel ordre mondial. Quel intérêt aujourd'hui des États africains et quel rôle dans la construction du nouvel ordre mondial en cours? Le Congo, comme les autres pays africains, devrait profiter de ces circonstances pour prendre des dispositions pratiques qui s'imposent à eux. S'il est pardonnable à l'Afrique que l'Afrique ait été absente à la conférence de Yalta hier, ça ne l'est plus aujourd'hui. Suivant donc le docteur Ernest Tshilwemba Titembo dans ce sous-thème, les BRICS et les États africains unis dans la construction d'un monde multipolaire plus juste. C'est ici l'occasion de remercier une fois encore l'ambassadeur de la Fédération de Russie et particulièrement Madame la directrice de la Maison russe pour avoir transformé cette maison en un grand centre d'échanges culturels et intellectuels. Comme vous venez de l'entendre, l'énoncé de mon sous-thème, à savoir les BRICS et les États africains unis dans la construction d'un nouvel ordre mondial multipolaire, plus juste et j'ajouterai plus égalitaire. Ma communication s'articule autour de 2 volets. Le premier
volet, c'est de vous inviter à jeter un regard rétrospectif sur l'évolution du monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui coïncide aussi à la création d'une nouvelle ordre mondiale qui inexorablement va vers sa fin. Nous allons tenter donc de comprendre pourquoi ce monde, ce nouvel ordre mondial s'est fait sans les États africains. Et logiquement, en deuxième volet, nous allons regarder, aborder ensemble pour comprendre quel est l'intérêt aujourd'hui des États africains et quel rôle effectif et efficace ils peuvent jouer dans la construction du nouvel ordre mondial qui se dessine sous les yeux. Alors, dans ce regard rétrospectif, nous allons faire rapidement un peu d'histoire. Mais la communication se fait dans une approche beaucoup plus géopolitique que diplomatique. Il s'agit ici de la géopolitique et je suis très heureux de voir beaucoup de jeunes, des étudiants ici, là, parce que je suis certain que ce sont des matières qui ne sont pas enseignées dans nos universités. Nous sommes donc en 1945, peu avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les trois principales puissances victorieuses de l'Allemagne nazie se retrouvent donc à Yalta, en Crimée, en Russie, pour dessiner la construction d'un nouvel ordre mondial multipolaire. Veut dire que tous les États qui constituent ce qu'on appelle la société internationale, tous les États sont parties prenantes et ont intérêt à y participer parce qu'il n'y a pas de spectateurs. C'est un processus géopolitique qui intéresse le monde entier et les États africains qui ont été victimes des événements menés par les pays, les puissances occidentales. Il est certain que le nouvel ordre mondial auquel vont participer les États africains et d'autres pays du monde, certainement, ne sera ni idéologique, ni hégémonique, ni européen, ni asiatique, mais c'est bien un monde multipolaire, égalitaire, plus équilibré et plus inclusif. À ce stade, nous pouvons dire que, sous l'impulsion des BRICS, le nouvel ordre mondial prend forme sous nos yeux avec ce qui apparaîtra comme des appendices nécessaires dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir les partenariats stratégiques Chine-Afrique, Russie-Afrique, Inde-Afrique, etc. À charge donc pour les États membres, notamment africains, d'imaginer des mécanismes souples et subtils pour conférer à ces partenariats un fonctionnement qui s'adapte et s'harmonise avec le nouvel ordre mondial. La deuxième observation ou subjection, ce serait qu'une telle évolution devrait interpeller, bien entendu, la réflexion des élites politiques et intellectuelles africaines, dont le pays serait les plus grands bénéficiaires de ce nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce que tous les problèmes que nous dénonçons, les égalités politiques ou géopolitiques, l'influence trop grande des puissances occidentales ou des multinationales dans les économies africaines, peuvent trouver
de solutions heureuses dans le cadre et sous la protection des BRICS. La troisième chose que je voulais dire, c'est que notre pays, le Congo, tout comme de nombreux autres pays du continent africain, pourrait mettre à profit l'immense expérience diplomatique et la connaissance du monde par les plus hautes autorités de ce pays, y compris la coprésidence congolaise du FOCAC, pour accélérer, justement, contribuer à accélérer la mise en place des mécanismes de fonctionnement de ce nouvel ordre mondial. Je l'ai dit et je le répète, pour terminer, si historiquement il est justifiable que les États africains aient été absents à Yalta en 1945, aujourd'hui, en ce 21e siècle, il sera incompréhensible, injustifiable et impardonnable que les États africains soient en marge d'une dynamique qui va peser sur toute l'humanité et les relations internationales. Ainsi dit, je vous remercie. Voilà, deuxième sous-thème, les défis des BRICS dans l'ordre mondial, avec le professeur Abira Galebay. Un moment historique que cette conférence, la création d'un monde multipolaire. Les BRICS peuvent modifier l'ordre colonial imposé par les puissances impérialistes occidentales au reste du monde. Une contestation de la gouvernance mondiale imposée par les grandes puissances occidentales. Les BRICS et la sécurité collective. La réforme des institutions internationales. La problématique de la monnaie des BRICS. La banque des BRICS en opposition avec la Banque mondiale et les autres institutions. Les lignes bougent. La Chine est devenue la plus grande puissance économique qui impacte le monde entier. Suivant le professeur Abira Galebay. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en République du Congo, Madame la directrice de la Maison russe, Mesdames et Messieurs, les invités et les partenaires de la communauté universitaire, Mesdames et Messieurs les élèves et étudiants de l'Université de Mariam Ngouabi présents, Messieurs les experts des questions diplomatiques et de politique internationale, Messieurs les chercheurs présents dans cette salle, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer en mon nom propre et au nom de tous les experts participants, en prenant la parole à cette deuxième conférence sur le thème « Les BRICS, défis et les perspectives de son élargissement ». Toute notre gratitude à Madame Maria, directrice de la Maison russe, qui a accepté, malgré ses préoccupations, d'abriter cette conférence à Brazzaville. Mieux, de lui accorder son très haut patronage. Je saisis ce moment historique de la tenue de cette conférence à Brazzaville, moment historique et décisif, qui se rime avec la fin du mandat de la présidence de la Fédération russe des groupes de BRICS, symbolisé par des solutions pour accélérer la transformation de l'ordre mondial hérité de la Deuxième Guerre mondiale à Yalta. Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir et un honneur de prendre la parole sur cette tribune pour parler des défis des BRICS. Dans cette perspective, le plan de ma communication s'est donc centré autour de 3 points suivants. Grand 1, la création d'un monde multipolaire. Grand 2, les défis du BRICS dans l'ordre international. Grand 3, les perspectives de réformer les relations internationales. Malgré l'étendue qui souffrait, il était évident que je ne pourrais traiter de cette question de manière générale.
Pour donner corps à ma communication, mesdames et messieurs, il m'a fallu donc observer de manière générale et à travers des œuvres de politique internationale des grandes puissances précises qui m'ont permis d'élaborer cette thématique. La construction d'un discours interprétatif porteur de sens sur notre époque, agité par des mutations multiformes contemporaines, c'est-à-dire également, dans un monde en mouvement, s'interroger comment les BRICS peuvent modifier l'ordre colonial édité par les puissances occidentales à Yalta. Mesdames et messieurs, la présente thématique se structure de la manière suivante. Vous avez un grand A, l'introduction, qui est composé pour le souci de la science et de la recherche. Petit A, le processus d'extension. Petit B, la création de la monnaie des BRICS, qui est un défi. C, la convergence et les divergences entre les membres, qui est un défi à éviter. Grand R, la création d'un monde multipolaire. Grand A, une affirmation avérée du potentiel géoéconomique et géostratégique. Grand B, une contestation de la gouvernance mondiale imposée par l'Occident collectif. Grand C, un espace contre l'hégémonie occidentale. Grand 2, les défis des BRICS dans l'ordre international. Grand A, les défis dans les relations internationales, vous le savez. Petit A, l'influence économique des BRICS. Petit 2, le rôle politique des BRICS dans les relations internationales. Vous suivez l'actualité très bien. Grand B, les défis internes et la cohésion des BRICS. Vous savez que jusqu'alors, les grandes puissances s'infiltrent à manipuler certains membres des BRICS. Petit 1, l'impact des BRICS sur le commerce et l'investissement international. Le docteur Titono l'a dit. 2, les BRICS et la sécurité collective internationale. C'est-à-dire les questions qui se posent à l'heure actuelle sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale en tenant compte conformément au chapitre 5 et 7 de la Charte des Nations Unies adoptée à Yalta. Grand 3, vous avez les perspectives des BRICS dans les relations internationales. Quelles sont les perspectives des BRICS dans les relations internationales? Vous avez au grand A la réforme des institutions internationales. Cette réforme des institutions internationales est un défi central pour les BRICS. Vous avez au petit A les BRICS et leurs alliances stratégiques, un défi multilatéral. Ce défi multilatéral dans leurs alliances, c'est la relance non seulement du dialogue, mais d'engager des projets de développement, de restructurer le système économique mondial. Grand 2, vous avez les BRICS de l'agrégat géoéconomique à l'agrégat géostratégique. Bon, vous savez, dans cet agrégat géoéconomique et géostratégique, il y a la question de la monnaie, la géostratégie, il y a le renforcement des capacités et le futur projet de la création d'une force commune des BRICS. Le grand 3 et le petit 3, vous avez le projet d'infrastructure, une vision géopolitique et géostratégique. Ici, vous avez la route de la soie, vous avez le rétablissement du transsibérien et le rapprochement entre certains pays du BRICS comme la Russie, l'Inde et l'Iran. Au grand C, vous avez un nouvel ordre international, la création de nouvelles institutions financières internationales, donc la Banque des BRICS, qu'il faut créer, qui seront en opposition avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Société financière internationale. Petit 2, vers une recomposition de l'ordre international. Dans la recomposition de l'ordre international, on revoit la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est resté depuis Yalta à 5 permanents. Et les fractures qui règnent au sein de ce Conseil de sécurité de l'ONU entre, d'un côté, la Chine, la Russie et la Chine, et de l'autre, l'Occident collectif, comme on le dit, et qui continue toujours à s'abreuver sur l'ordre colonial
issus du commerce triangulaire, parce que c'est eux qui se sont enrichis de ça. Au petit 3, vous avez les BRICS, porte-parole du Sud global. Mais qu'est-ce que nous attendons par le Sud global? D'abord, je tiens à vous préciser que les deux concepts, le Sud global, l'Occident collectif, est né des dissensions au sein des Nations Unies au sujet des conflits internationaux et des questions de maintien de la paix. Vous avez en 2003 la guerre d'Irak. Vous avez en 2011 le conflit libyen. Vous avez la crise en Serbie, la guerre en Serbie, en ex-Yougoslavie, la guerre au Panama et tant d'autres. Et ils sont accentués avec la crise politique au Venezuela, où l'Occident collectif, c'est-à-dire, vous le connaissez, les États-Unis et leurs satellites, l'Union africaine, ils ont fait proclamer un auto-président comme ça, au Venezuela, qu'ils ont reconnu. Mais le Sud global, soutenu par la Russie et la Chine, l'Inde et les autres ont rejeté. Mais là, ils ont triomphé. Voilà, messieurs les membres, messieurs et madame, les conférenciers, chers amis de panel, messieurs et madame, le plan de cette communication. Et je terminerai par une conclusion. Messieurs et madame, je vais vous brancher en peu de temps, en tenant compte du temps, le monde, les défis que doit relever les BRICS. Le monde est entré dans une période de mouvementée, de transition globale vers une évolution de fond à très long terme, qui signale le crépuscule d'une époque où, en paraphrasant Marx et Karl, une partie du monde en tant que telle est traitée par l'autre comme une simple condition organique ou matérielle de sa propre production, au service de ceux qui sont assis et reçoivent tout ce qu'ils reçoivent des producteurs. Nous sommes au sein d'une réflexion majeure des rapports de force géopolitiques internationaux, entraînés par l'ascension économique et fulgurante de la Chine, passée première puissance commerciale mondiale en 2013 et première économie mondiale en 2014, en termes de produits intérieurs bruts exprimés en parité de pouvoir d'achat. Remettons en cause le leadership des États-Unis, un bouleversement géoéconomique extraordinaire sans précédent du jamais vu depuis la fin de la guerre froide. En effet, les lignes bougent. La Chine est devenue l'économie la plus grande et la plus dynamique au monde. Ils sont sa part dans le PIB mondial de 1,7 en 1968 à 17,7 en 2023. Le PIB total de la Chine, qui représente en 68 à 6,40, et sur les États-Unis, en constitue déjà en 2021 l'équivalent de plus de 3 quarts, 77%. La croissance du Sud dépasse celle du Nord et la Russie a trouvé sa place de puissance mondiale. De nouvelles alliances qui bousculent les hiérarchies mondiales occidentaux centrées se forment consacrant l'émergence de pôles alternatifs de puissance économique, financière et politique. Mesdames et messieurs, les défis de BRICS portent uniquement sur le changement de l'ordre colonial qui ne cesse à peser sur les États faibles. L'ancien ordre mondial se lézarde sur des piliers monétaires et financiers, énergétiques et géopolitiques. La guerre d'Ukraine rebat les cartes, tandis que la guerre d'extermination perpétrée en ligne par l'Israël à Gaza ravive les rancœurs historiques des peuples et des États du Sud global contre cet Occident collectif, qui affiche de manière crue, cruelle et cruciale sa politique de double standard contre la mise en fait de son camp, permettant le génocide le plus transformant de l'histoire de l'humanité. Comme le relève l'implacable Richard Falk, spécialiste de droit international et de politique internationale, expert de l'ONU, jouissant d'une impunité garantie par l'Occident collectif, Israël ignora avec mépris et arrogance les ordonnances de la Cour pénale internationale relatives à des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre de guerre.
Un Occident collectif qui a ouvertement et à maintes reprises violé les règles de l'ONU après la fin de la guerre froide, comme ont fait la démonstration des États-Unis et leurs alliés qui ont attaqué 5 pays sur 4 continents sans l'autorisation des États-Unis. Le Panama, l'Irak, la Serbie, l'Afghanistan et l'Iran, la Libye. Le Nord global est préoccupé et s'aligne derrière les nouvelles puissances dont l'espoir de redresser et de réformer le cours de l'histoire. La naissance d'un développement et d'un groupe, en regroupant sous le sigle BRICS, les 4 pays avaient le taux de croissance le plus élevé, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Mesdames et messieurs présents dans la salle, on observe des résultats encourageants dans l'élaboration et les avancements de ce groupe appelé BRICS. Créé en 2009 à Ekaterinbourg en Russie et en janvier 2024, on quitte des BRICS pour devenir BRICS+. Ce processus d'extension a créé et a donné l'espoir aux futurs adhérents. Et comme a dit le docteur Titrimo, l'Afrique se trouve à la croisée de chemin entre rester sur le même lit et trouver un nouveau lit. La création de monnaie de BRICS est un espoir pour contrecarrer le pouvoir du dollar, un pouvoir colonial issu de l'exploitation de nos forces. Sachez qu'il faut relever que le rupee de l'Inde choisit à la prudence dans l'adoption de l'initiative. Car l'Afrique a servi de terroir de production de ressources naturelles pour le développement et la maintenance de l'effort de la force du dollar dans le monde. Madame, il se pose la question de la convergence et la divergence entre les États membres, car les membres de BRICS partagent totalement un intérêt commun, vouloir établir un ordre mondial alternatif différent de ceux sous la direction américaine. Mais en même temps, ils sont menacés par des tentatives de déstabilisation de la part de l'Occident collectif. Ce faisant, pour les défis de la création d'un monde multipolaire. Pourquoi multipolaire? Le multilatéralisme a pour base la concertation, a pour base le dialogue, a pour base la reconnaissance des normes et des règles internationales adoptées. C'est plus le respect de la Charte des Nations Unies. C'est plus le respect de la souveraineté des États et c'est plus le respect du principe d'autodétermination des États déclaré en 1960, surtout pour les pays en voie de développement, par la déclaration des États-Unis sur l'indépendance. À cela, les BRICS affirment un potentiel géoéconomique et géopolitique stratégique avec une croissance qui dépasse aujourd'hui la croissance des États-Unis, même de l'Union européenne réunie. Il se retrouve aujourd'hui avec 26 à 46% du produit brut. Mais le grand problème, parmi ces défis, les BRICS contestent la gouvernance mondiale imposée par l'Occident. Cette gouvernance mondiale, c'est quoi? Le rejet de résolution. Vous savez que quand on prend une résolution sur les droits de l'homme, on ne peut que l'imposer au pays du Sud global. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe tout ailleurs, c'est logique. Il y a 2 poids, 2 mesures. Mais les BRICS s'opposent à cette gouvernance totalement. Vous savez ce qui se passe en actualité, la situation à l'est de la RDC. L'Union européenne est restée mieux sur cette situation. Et les gens ne cessent de mourir. Bon, la mise en œuvre ou le respect des objectifs de développement durable ne sont qu'appliqués que pour les pays du tiers-monde. À cela, les BRICS créent un espace contre l'hégémonie occidentale. Contrairement au groupe de G77, les BRICS forment l'ensemble désormais et se déploient géographiquement en consolidant dans tous les continents du monde, depuis le sommet de Kazan en 2024. Vous voyez, cette hégémonie commence à diminuer, mais il y a toujours des gens très
redevables à ces puissances. La preuve en est que la réunion du Cameroun n'a été pas pour redresser ou bien pour dévaluer le franc CFA, mais c'est pour préciser l'influence française dans la CEMAC. Il y avait le représentant de Macron, il y avait l'ambassadeur de France, le directeur de la Banque mondiale pour la zone UMOA et CEMAC. Tous ces problèmes, c'est pour nous maintenir sur le même statu quo et pour rester toujours les derniers du monde. Troisième et dernier orateur lors de cette conférence de grande importance, mesdames et messieurs, le professeur Yvan Pierre Ndongo Ibara, sous-thème BRICS, la co-construction d'un monde plus humain. L'humanité est une communauté de sécurité indivisible. Mon pays, la République du Congo, partage pleinement les aspirations des BRICS, notamment sur les questions de la paix. Là, c'est le président Denis Sassou Nguesso. L'humanité est une communauté de sécurité indivisible, vous l'aurez compris, le président Xi de Chine. Ce que les BRICS reprochent à l'OTAN, c'est cette dictature qui ne dit pas son nom. Les BRICS pensent qu'on peut résoudre les différents conflits du monde autrement que par la guerre. Tout le monde est conscient aujourd'hui de l'apport du Brésil, de la Russie et de la Chine en Afrique en termes d'infrastructures qui nous faisaient crier le mot défaut hier encore. Aujourd'hui, ceux qui visitent Luanda peuvent y voir la merveilleuse signature des BRICS. Les BRICS préconisent la garantie des intérêts de tous et du développement de tous pour un monde plus juste et donc plus humain. Suivant le professeur Yvan Pierre Ndongo Ibara. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades, qualité et toute séance respectée, permettez-moi, avant de partager avec vous les quelques cogitations de ma pensée sur le sujet du jour, de faire une revue de politesse, pour emprunter l'expression au professeur Grégoire Lefoba, à l'endroit de ceux qui ont permis que nous soyons là ce jour. Ainsi, notre déférence, gratitude à l'ambassadeur de la Fédération de Russie, à Madame l'ambassadrice de la République populaire de Chine au Congo, à Madame l'attachée culturelle de l'ambassade de Chine au Congo, à Madame la directrice de la maison russe, grand merci. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme pour dire bon dia pour les Brésiliens, Dobry dzień pour les Russes, Namasté pour les Indiens, Tadjahao pour les Chinois et Saniboa pour les Russes, je vous salue. J'ai choisi de partager avec vous ma contribution sur le titre BRICS, la co-construction d'un monde plus humain. Pour étayer mon propos, je vais l'exposer sur 3 volets. Premièrement, la genèse des BRICS, qui a été déjà dit en partie par mes prédécesseurs, le modèle du monde selon les BRICS, et enfin les BRICS et l'humain. Distingués invités, pour parler de la genèse des BRICS, il a été dit avant moi que c'est l'œuvre de l'économiste britannique Jim O'Neill. Mais dans sa chronogenèse, 3 modifications significatives ont émaillé l'histoire des BRICS. Premièrement, parti de Brésil, Russie, Inde et Chine, les BRICS sont devenus BRICS en 2017 après l'adhésion de l'inclusion de l'Afrique du Sud. Et en 2024, pour éviter d'élargir l'acronyme, les intellectuels de BRICS ont préféré prendre le signe plus, qui veut dire plus l'infini. Pour parler comme Luc José, qui disait « Depuis le début, les BRICS se sont fixés des objectifs clairs, promouvoir la coopération économique entre les grandes puissances émergentes et offrir une alternative au système économique dominé par l'Occident. » Le sujet a été largement abordé. En réunissant ces nations, espérer créer un contrepoids capable de rééquilibrer l'influence économique mondiale et de promouvoir
une plus grande justice économique internationale. Dr Abira et Dr Chilumbo ont dit à ce propos. D'où je vais faire le résumé de l'économie sur l'historique de BRICS. Mais ce qui est important, quand on parle de BRICS, tout le monde pense généralement à deux mots, l'économie et la politique. Mais on oublie d'autres points. Voilà pourquoi dans ce deuxième volet, le monde, selon les BRICS, nous parlerons en petit 1 de la paix et la sécurité mondiale. Le docteur Abira en a trouvé quelques éléments. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et celle de la guerre froide, le monde a sans cesse été confronté aux crises sociopolitiques et militaires qui ont mis à mal la question de paix et de sécurité de l'humanité. C'est dans ce sens que le groupe des BRICS milite pour un nouveau monde où la paix et la sécurité deviennent le sceau. Le président Xi Jinping, lors de la dernière rencontre, disait « L'humanité est une communauté de sécurité indivisible. C'est seulement en portant une vision de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable que nous pourrons frayer une voie de sécurité universelle. Nous devons poursuivre les 3 principes essentiels de non-extension du champ de bataille, de non-escalade des combats et de non-provocation des tensions et œuvrer à un apaisement rapide de la situation. » Mais le président Denis Sassou Nguesso, présent à cette cérémonie, renchérissait de la manière suivante. « Mon pays, la République du Congo, partage pleinement les aspirations des BRICS, notamment en termes de la paix dans le monde. » Et tout le monde dans cette salle est conscient du dévouement du président de la République pour les questions de la paix. On le voit très actif pour la question de Libye. Mesdames et messieurs, ce que les BRICS se reprochent à l'OTAN a été explicité par Mikhail Trotsky en ces termes. Les dimensions des stratégies de gestion de conflits internationaux défendues par l'Occident et soulevant des inquiétudes parmi les BRICS comprennent notamment l'intervention armée pour mettre fin à un conflit violent. Par exemple, une guerre civile, les menaces d'isolement politique, des sanctions économiques ou de punition par la force de l'une des parties dans un conflit intérieur, les interprétations libres du mandat du Conseil de sécurité de l'ONU d'intervenir dans des conflits. Selon une opinion répandue à Moscou et à Beijing, l'OTAN avait pris la liberté d'élargir son mandat de protection des populations civiles pendant la guerre civile en Libye en 2011 pour y inclure la poursuite et la défaite des forces de ce régime et la reconnaissance officielle d'un régime sécessionniste. Mikhail Trotsky critique ainsi les mesures stratégiques de l'Occident pour garantir la paix. Selon les BRICS, les gestions de conflits internationaux de l'OTAN, loin de porter des solutions durables aux conflits, ne font qu'empirer les situations. Cette politique de 2 poids 2 mesures, pratiquée par les puissances occidentales, est décriée et condamnée par les BRICS, qui envisagent une sortie de conflit via le principe du dialogue inclusif et de non-imposition. C'est dans ce sens que nous pouvons faire appel aux penseurs tels que Charles Zachary Boao, Auguste Nsosissa et avant eux, Emmanuel Kant, Habermas et Edgar Morin, quand ils parlaient des textes élogieux sur la thématique de la paix, que nous pouvons résumer dans l'aphorisme « le requiem pour la paix ». Ils ont parlé de la tolérance, de l'hospitalité universelle, de l'éthique de la résilience, du solidarisme, de la mondialité. Cet appel à la paix et à la sécurité universelle devient un credo de la vision du monde des membres du BRICS. Autrement dit, la paix et la sécurité sont au monde ce que sont le sang et l'air pour la vie d'une personne. Rien au monde ne peut prospérer sans la paix et la sécurité. Et tout le monde est témoin des efforts des pays de BRICS pour la paix en Afrique. On a la libération des pays de l'AES grâce à l'appui de la Russie et on a la paix maintenant
en République centrafricaine avec l'appui de la Russie. Après cette question de paix perpétuelle, s'ajoute un autre vœu, un autre idéal des BRICS, le développement et la prospérité partagée. C'est-à-dire, les pays des BRICS ne présentent pas un niveau économique asymétrique. C'est vrai qu'entre le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, ils n'ont pas le même niveau économique. Cependant, cette disparité de niveau de développement n'est pas un handicap pour la poursuite de la marche vers un devenir meilleur. Les pays des BRICS sont heureux de partager le destin commun de l'humanité en matière de développement. Tout le monde est conscient de ce que l'apport de la Russie, de la Chine et du Brésil en Afrique fait prospérer les pays. Nous pouvons citer par exemple, au niveau de notre pays, les prouesses de la coopération sino-congolaise avec la construction de la route lourde qui nous lie à l'océan, avec tout ce qu'on trouve au niveau de la capitale, CNR TV, la télé nationale, l'hôpital Congo-Chine, la grande bibliothèque universitaire, la présidence de l'université Marie-Ngouabi, l'université Denis Sassou Nguesso et bien d'autres. Dans son mémoire de maîtrise de politique économique, le Sénégalais Fodé Salou Touré affirme: les pays des BRICS, en particulier la Chine et le Brésil, en apportant des fonds, le matériel et les compétences pour la mise en place d'une infrastructure quasiment anéantie par la guerre et pour un sous-investissement chronique, ont contribué à la réintégration de l'Angola et partant de la relance économique de son pays. Et l'on voit très bien qu'aujourd'hui, ceux qui visitent Luanda peuvent être heureux de voir ce que les BRICS font de ce pays. Un autre élément du monde selon les BRICS est celui de l'harmonie dans la diversité. Confucius, dans ses entretiens, déclare: par leur nature, les hommes sont proches. C'est à la pratique qui se divergent. Cette assertion de Confucius rime avec la pensée de Gautama, dit le Bouddha, qui disait: tout bonheur en ce monde vient de l'ouverture aux autres. Toute souffrance vient de l'enfermement en soi. Dans cette même lancée, nous pouvons réciter le président Xi Jinping qui dit: les BRICS sont dotés d'un héritage historique et culturel profond et brillant. Nous devons préconiser activement l'inclusion et la cohésion entre différentes civilisations, intensifier les échanges d'expériences en matière de gouvernance et explorer le potentiel de coopération dans les domaines de l'éducation, des sports et des arts, de sorte que les différentes civilisations s'enrichissent mutuellement et éclairent l'avenir des BRICS. À la lumière de la pensée de Confucius, du Bouddha et du président Xi Jinping, il est plus qu'un impératif de songer à briser les limites ou les frontières que nous imposent nos différentes géographies culturelles ancrées par nos héritages des civilisations. À cet effet, les activités menées en République du Congo via l'Institut Confucius et la Maison russe pour le partage culturel sont à encourager. Ces deux entités contribuent efficacement à la construction d'une nouvelle jeunesse qui s'approprie la culture d'autrui. Car au fait, autrui n'est lui-même projeté dans un autre espace. L'éducation couplée à l'apprentissage des civilisations du monde est une belle fenêtre qui permettra à l'humain de voyager dans les méandres des particularités sociétales pour résoudre, j'allais dire recoudre, les liens de séparation que la nature nous a imposés. Nos cultures et nos civilisations nous enseignent que nous sommes africains, américains, asiatiques, européens, mais nous devons nous enseigner que nous sommes des humains. À cela, les mots de Charles Zacharie Boao sont plus que éloquents. Dialogue des cultures, oui, mais pas pour montrer que les cultures sont différentes et doivent être vécues comme de simples juxtapositions, mais qu'au cœur de ces valeurs, il y a une dimension de transcendance qui dit, au fond, que la différence des cultures constitue une source d'enrichissement pour l'humanité. Il n'y a que les échanges culturels, la connaissance de nos civilisations qui nous aiderait à briser ce mur invisible. C'est ainsi que nous acheminons sur la conception de l'humanité
humaine, pour emprunter encore cette expression de Charles Zacharie Boao. Les BRICS et l'humain. Les valeurs développées par les défenseurs de BRICS nous amènent à élaborer une philosophie sur l'humanité sous l'œil des BRICS. Au fait, quand les tenants des BRICS parlent de la communauté de destin, du multipolarisme, comme l'a dit mes prédécesseurs, cela rejoint les fondamentaux de l'humanité de l'homme. Encore Charles Boao de dire, le fait que je suis un être humain est du point de vue de l'essence, premier par rapport à l'appartenance à ma nationalité. Si le fait d'être humain est une valeur fondamentale qui, dans le contexte actuel, peut devenir une valeur refondatrice des nouvelles réciprocités sociales, nationales et mondiales, il y a lieu de partir de cette essence première comme posture à partir de laquelle je lis l'autre qui se déroule chez moi. C'est ainsi que les BRICS appellent à une nouvelle forme de la gouvernance du monde. C'est dans ce sens qu'à nouveau le président Xi Jinping disait « Travailler ensemble de sorte que les BRICS soient le canal principal pour promouvoir la solidarité et la coopération du Sud, global et précurseur pour faire avancer la réforme de la gouvernance mondiale. » Cette nouvelle gouvernance du monde devait être à l'antipode de l'usage de la force ou de la puissance, élément de l'OTAN, de l'intrusion dans les affaires internes, de l'harmonie dans la diversité. La philosophie de l'humanité de l'humain des BRICS serait inspirée de Confucius dans son grand livre, Taiyo, pour les francophones, la grande étude. Confucius nous enseigne à partir de l'exemple tiré de Shi King. Avant que les Yin eussent perdu l'affection du peuple, déclare Confucius, ils étaient comme le souverain seigneur. L'exemple des Yin doit servir comme le miroir. Le grand mandat du ciel n'est pas facile à garder. Dans ce fragment de pensée, à l'image des peuples de Yin, les membres de BRICS ont étudié les faiblesses des stratégies de l'Ouest qui ont conduit au destin de ces derniers. Par exemple, dans un passé récent, l'Afrique a été la couvée d'or des Occidentaux. Ils y étaient vénérés comme des seigneurs, des vrais souverains. Mais cette réalité aujourd'hui, avec l'arrivée des BRICS, est à classer dans les illusions du passé. Car, dans le Shi King, il est proclamé: l'empereur ne reçoit pas le mandat du ciel pour toujours. Ainsi, les BRICS se servent des échecs des Occidentaux pour faire avancer leur groupe avec humanité. Cette affirmation épouse bien la reformulation de la pensée de Suleiman Bachir Diagne dans son dernier ouvrage intitulé « Humaniser », l'humanité par les moyens d'humanité. Lors d'un entretien accordé sur RFI, Suleiman Bachir Diagne déclarait « Universalisons ensemble, essayons de mettre les mêmes réalités sur les mêmes mots, essayons de nous entendre sur des valeurs qui seront des valeurs communes. Ces valeurs communes deviendront des valeurs universelles. Nous sommes convaincus qu'au regard des différents sommets des BRICS et de son élargissement continu, les tenants de ce groupe ont une vision proche de celle proclamée par certains philosophes, le retour à l'humain, dans le sens d'universaliser l'humanité. En d'autres termes, poursuivons avec Bachir Diagne qui dit « Il nous faut adopter une position de décentrement, c'est-à-dire cette capacité à l'humain de sortir, de s'ouvrir aux autres, d'entrer en relation, de se mettre à sa place, de sortir de son insularité, d'être dans une sorte de dialogue avec l'autre pour élaborer un devenir commun plus humain. » C'est pour autant dire que les BRICS plus sont sortis de leur insularité par l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi. Autrement dit, les initiateurs du projet des BRICS ont traversé les différentes étapes intrinsèques de soi, aller vers l'altérité qui est un enrichissement. Car, tant que l'on ne se connaît pas, il est hasardeux d'aller vers l'autre. Pour conclure,
professeur Boao disait, pour ne pas conclure. Le groupe BRICS est un instrument de coopération multilatérale qui fait partie de l'histoire immédiate du monde. Il tire ses origines du secteur économique et visait la réduction de la dépendance aux institutions financières occidentales en encourageant une forte coopération économique. Il a grandi et son domaine d'action s'est ouvert aux autres secteurs incluant la paix et la sécurité mondiale, la réforme de la gouvernance mondiale, le dialogue des civilisations pour un développement harmonieux. En jetant sur 2 cas pour montrer l'impact des BRICS, nous avons étayé sur le cas de l'Angola, le cas de la RCA et celui du Congo. Au regard des valeurs défendues par les BRICS, il a peur de signaler que ces pays ont beaucoup appris des erreurs de l'Occident. Ils prônent un vivre ensemble universel, c'est-à-dire ils militent pour un monde plus humain dans le sens où ils considèrent le monde comme un corps et les pays comme les différents membres de ce corps. Dans ce sens, la philosophie adoptée essaie de dire, comme Bachir Diab, universaliser l'humain avec les moyens humains. Ou Paul Ricoeur, de dire soi-même comme un autre. Ou encore on allait dire, Roger Carodi, l'enfer, c'est l'absence des autres. C'est dans ce sens que les BRICS+, comptent réformer la gouvernance du monde afin que l'on ne parle plus de bipolarisme qui rime avec un universalisme impérial, dictatorial, où les faibles se doivent de se soumettre aux forts, mais plutôt de privilégier un universalisme latéral, où chacun apporte un peu pour notre devenir commun. Ainsi donc, mesdames et messieurs, après ces exposés, ces brillants exposés, il ne pouvait que s'en suivre une séance de questions-réponses. Et il y avait eu donc à boire et à manger à bâton rompu. Suivez. Moi, Tibor Mendy, dans un ouvrage intitulé « De l'aide à la recolonisation ». Vous avez 30 secondes. Merci. Le Congo, en voulant adhérer au BRICS, quels sont les objectifs qu'il poursuit? Si Marx est l'arrivée d'un nouvel ordre international, surtout s'il pense qu'il le leur est imposé par ceux qui semblent en tirer plus de bénéfices. J'ai entendu dire qu'il y a une banque qui est créée à Shanghai, un projet de banque, tout au moins. J'avais suivi sur les médias internationaux, comme c'est dit ici, les dirigeants indiens qui se montraient frileux quant au processus de création justement de la monnaie des BRICS. Comment on peut comprendre cette frilosité de l'Inde? Je l'ai vu sur BBC il y a quelques jours, sur ce dossier-là de création de la monnaie des BRICS, des dirigeants indiens qui se montraient frileux par rapport à cette question de la monnaie. Comment pouvez-vous commenter cela? Comment pouvez-vous comprendre cette attitude de frilosité de l'Inde? Quelle est la valeur ajoutée des BRICS? Enfin, j'attends de chacun d'entre eux une réponse en fonction des thématiques développées par eux. Ma question est celle de savoir, étant donné que la vision des BRICS est celle de libérer l'Afrique du joug colonial, excusez-moi, quel enseignement les pays africains en général et le Congo en particulier doivent tirer de la trajectoire politique et économique suivi par les BRICS? Que se passerait-il si les BRICS venaient à reconnaître et à faire adhérer des territoires qui ne sont pas reconnus par les Nations Unies comme Somaliland et Palestine? Merci. Quand il parle des BRICS comme moyen pour mettre fin à la recolonisation intelligente, en d'autres termes, il veut s'appuyer sur les perspectives des BRICS au niveau de l'Afrique pour voir si les BRICS peuvent permettre à l'Afrique de réellement devenir indépendant et de choisir son destin. À ce titre, en prenant ce qu'avait dit le docteur Chilembo, les BRICS et les États africains, unis dans la construction d'un nouvel ordre mondial, on trouve bien que les BRICS, la vision des BRICS, est bel et bien de libérer l'Afrique du joug
coloniale. À ce titre, les BRICS deviennent une arme que les pays africains devaient utiliser pour sortir de leur torpeur, de sortir des mythes des cavernes pour aller vers la liberté. En 1997, il n'y avait pas les BRICS. Aujourd'hui, nous avons les BRICS. Si vous suivez l'intensité des relations entre la Russie, membre influent ou bien même moteur des BRICS, et ces pays, les 3 pays du Sahel, vous comprenez pourquoi les BRICS peuvent être un instrument, et j'ai même utilisé un terme dans mon développement, que l'Afrique se mettait sous la protection du BRICS. Ce que je dis, ça rejoint ce que mon collègue de gauche, le professeur, venait de dire. Il doit y avoir des critères qui sont édictés par les 5 pays fondateurs pour entrer dans les BRICS. Mais je n'ai pas trouvé un document, une source documentaire qui peut satisfaire votre réponse. Si parmi mes copanélistes, il y a quelqu'un qui a un tel document, je serais heureux qu'il puisse compléter la réponse. Je parle sous le contrôle du professeur Itoua dans la salle, qui a fait un brillant ouvrage sur Tchichel en tant que le tout premier ministre des Affaires étrangères du Congo. Depuis l'accession du Congo à l'indépendance, le 15 août 1960, et l'accession du Congo à la souveraineté internationale, c'est différent, le 20 septembre 1960, jusqu'à nos jours, le Congo poursuit une politique d'ouverture, de coopération, de partenariat avec tous les pays du monde. Pourquoi l'intérêt des pays africains d'adhérer dans les BRICS? Je l'ai démontré tout à l'heure que cet intérêt est généralement partagé par tous les pays africains de participer à un grand dessein des BRICS. Le grand dessein, c'est la construction d'un nouvel ordre international. C'est tout. C'est tout simple. Le Congo ne poursuit pas d'autres objectifs que de participer à la mise en place d'un monde multipolaire, on l'a suffisamment dit ici, là, plus juste, plus égalitaire et plus inclusif. Et les divergences entre les mondes. Je ne sais pas si c'est comme le veut. Parce que ici, la question c'est quoi? Nous sommes devant des questions diplomatiques. Ces questions diplomatiques sont liées aux questions de politique internationale. Et comme vous êtes dans ce jargon, dans ce champ, il y a beaucoup à dire, il y a aussi le non-dit. Vous voyez, la diplomatie, Napoléon la définition comme la chose des chambres noires. Si vous êtes curieux, comme le président Sassou reçoit les gens, vous avez d'abord des micros qui sont là, qui montrent comment il reçoit les gens. Après un certain moment, il travaille à beaucoup. Tout ce qui se passe, c'est bien la chambre noire. Et le principe, comme disait Morjanto, elle se déroule sur 2 temps. Il y a le off et le on. Et à la fin, vous voyez, le diplomate, l'écran revient et on montre comment le diplomate sort et les gens s'embrassent. Donc, au point de vue de la convergence, il faut vous dire que les BRICS partagent totalement un intérêt commun. C'est-à-dire vouloir établir un ordre mondial alternatif différent de celui sous la direction américaine, hérité de la colonisation. Et ce défi s'exprime et se fait voir à travers la promotion de la coopération des BRICS avec les autres pays, surtout ceux du Sud global. Voilà, il y avait donc eu à boire et à manger, comme nous l'avions dit, durant 3h30 à la maison russe, comme vous venez de le constater. Mais, vu qu'il y a souvent un fossé entre ce que l'on dit et ce que l'on veut dire,
entre ce que l'on comprend et ce que l'on devrait comprendre. Nous rédisons donc au moment d'atterrir maintenant, afin que ce soit clair, net et précis pour tous désormais que les BRICS plus militent pour la construction d'une humanité plus humaine, pour ne pas paraphraser le professeur Zachary Boao. Pour les BRICS plus, le monde est comme un corps et les différents pays en sont les différents membres. Les BRICS combattent ardemment la loi de la jungle où la force de la loi est battue en brèche, sinon déchiquetée par la loi de la force. Vive la Russie, vive les BRICS, vive le Congo, vive l'Afrique. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.